Alors, ça enregistre. Alors, on va commencer. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là pour cette conférence-là qu'on a déjà eue en anglais il y a quelques mois et qui a été très, très, très appréciée. Alors, je dis bonjour à Lise Blot, qui est ergothérapeute au Centre de réadaptation Sten Cassidy à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Alors, Lise a développé une expertise dans les technologies à domicile. Alors, je la laisse se présenter. Je vais vous dire si vous avez des questions, comme la présentation dure vraiment 1 heure. Si vous avez des questions ou des mots que vous n'avez pas entendus, s'il vous plaît, écrivez-le dans le chat ou le clavardage. Puis moi, je vais pouvoir transmettre ces questions-là à Lise. Et si à la fin, il nous reste un peu de temps, là, on pourra peut-être poser des questions. Alors, vas-y, Lise. Merci, merci. Alors, je vais me présenter davantage dans la présentation que je vais partager tout de suite avec vous. J'espère que vous allez continuer de pouvoir me voir au moins dans le coin de l'écran. Alors, on va parler de technologies intelligentes pour la maison et je crois que dans l'audience, il y a un mélange entre des professionnels de la santé et possiblement des personnes atteintes de dystrophie musculaire ou qui connaissent quelqu'un qui est atteint de dystrophie musculaire. Alors, la présentation est plutôt générale, mais s'applique très bien aux personnes qui ont une déficience neuromusculaire. Alors, premièrement, je voulais juste spécifier que je n'ai pas d'intérêt financier ou aucune affiliation. Je vais mentionner différents produits, différentes choses qui existent sur le marché et je n'ai aucune affiliation avec ces compagnies. Je suis ergothérapeute. Je travaille sur l'équipe pédiatrique au Centre de réadaptation Sten Cassidy à Fredericton. Ça fait déjà plusieurs années que je suis au Nouveau-Brunswick, mais je suis originaire de Montréal, élevée et grandie sur l'île et déménagé au Nouveau-Brunswick il y a plusieurs années maintenant. Et ça me fait plaisir de faire ceci pour vous. Alors, je vais parler rapidement de qu'est-ce qu'un ergothérapeute et l'importance de l'indépendance et l'autonomie à la maison. Principalement pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la profession. Et ensuite, on va tomber dans le vif du sujet avec quelles tâches qui peuvent être accomplies à l'aide de la technologie intelligente. Je vais vous montrer une vidéo parce qu'une vidéo, c'est toujours plus, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et ensuite, on va parler un petit peu de technologie, comment ça fonctionne tout ça, comment est-ce qu'on connecte tout ça et comment on peut contrôler cette technologie. Alors, un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui aide à résoudre les problèmes qui pourraient nuire à ce qu'une personne puisse faire des choses par elle-même. Les choses importantes. Alors, ça peut être au niveau des soins personnels, que ce soit des difficultés pour s'habiller, manger, se déplacer dans la maison. Au niveau de la productivité, comme aller à l'école ou aller au travail, les embûches qui peuvent survenir dans ces milieux-là. Participer au niveau communautaire, puis aussi au niveau des loisirs, le sport, le jardinage et les activités sociales. Alors, ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tout le temps relié à développer son plein potentiel. Alors, moi, je suis ergothérapeute depuis 35 ans. Je suis spécialisée en technologie depuis 22 ans, peut-être même plus maintenant. Et au départ, je travaillais sur une équipe mixte. Alors, je travaillais avec des adultes et des enfants, mais depuis une dizaine d'années, je travaille surtout avec les enfants et les adolescents. Avec une gang bien dynamique, bien le fun, dans un petit centre au Nouveau-Brunswick, le seul centre neurologique au Nouveau-Brunswick, et j'ai des collègues que je consulte régulièrement au Québec, à Québec et à Montréal, puis même ailleurs dans le pays. On est bien réseautés. Alors, juste un petit mot sur l'indépendance. Être indépendant, ça a été montré et discuté comme étant
une façon de garder le contrôle de sa vie et typiquement, ça rend les gens plus heureux d'être plus indépendants, plus autonomes. Accepter de l'aide, c'est parfois nécessaire. Et prendre des mesures pour être le plus indépendant possible, ça peut relever d'un équilibre, dans le sens que des fois, ça vaut la peine de travailler fort pour être plus autonome, et des fois, ça engendre tellement de fatigue qu'on ne peut plus apprécier d'autres activités ou d'autres moments. Et puis, à ce moment-là, c'est peut-être préférable d'accepter de l'aide. Avec une condition neuromusculaire, c'est un équilibre qui demande des essais-erreurs, mais qu'il faut considérer. Alors, pour être indépendant, des fois, ça veut dire de changer la façon de bouger ou d'utiliser son corps. Ça peut vouloir dire de planifier différemment sa journée, d'établir des priorités différentes ou des moments de la journée où on prend des repos. Ça peut être aussi d'utiliser des adaptations ou de l'équipement. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, les contrôles d'environnement, ce sont des outils qui pourraient possiblement augmenter l'autonomie ou réduire la fatigue qui nous permet de pouvoir être plus autonome à d'autres moments. Alors, on va parler un petit peu de définition juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Les contrôles d'environnement, typiquement, quand on dit contrôle d'environnement, on parle de dispositifs qui nous permettent de contrôler l'environnement, donc la maison généralement. Ça peut être aussi à l'école ou au travail, mais ce sont des aides ou des appareils qui ont été conçus pour des personnes ayant des besoins spéciaux. Si vous faites une recherche sur Internet, vous pouvez regarder contrôle d'environnement, vous pouvez aussi regarder aide électronique à la vie quotidienne ou en anglais Environmental Aid to Daily Living. On appelle ça aussi des unités de contrôle d'environnement, des systèmes de contrôle ou des technologies d'assistante en matière de contrôle d'environnement. Par opposition, la technologie intelligente, qu'on appelle en anglais la Smart Home Technology, ce sont des systèmes qui ont été conçus pour contrôler l'environnement encore du domicile, mais pour la population en général et qui se trouvent à pouvoir être utilisés par tout le monde, incluant les gens qui ont des besoins spéciaux. Parfois, on appelle ça de la domotique. Et ce sont des systèmes qui, en plus de contrôler l'environnement, peuvent aussi faire des choses comme la surveillance du domicile, la sécurité ou réduire la consommation d'énergie du domicile. On va parler aujourd'hui surtout de la technologie intelligente qui nous permet d'augmenter ou d'accroître son autonomie. Alors, pourquoi la technologie intelligente Smart Home par rapport au contrôle d'environnement? Un des gros avantages, c'est que c'est beaucoup moins cher. Quand on parle d'un produit qui est développé pour l'ensemble de la population, il y a beaucoup plus de ventes. Donc, tout ce qui a été investi par une compagnie en recherche et développement se trouve à être divisé par des millions et des millions d'items vendus. Le résultat, généralement, c'est que c'est beaucoup plus abordable. L'autre aspect important, c'est que parce que tout le monde peut s'en servir, vous avez beaucoup plus de possibilités d'avoir du soutien technique localement. Par exemple, au magasin ou vos voisins, votre famille, vos amis. Par rapport au contrôle d'environnement, qui souvent peuvent être un marché très niche qui vient des États-Unis ou d'Europe. Si vous avez des difficultés techniques, ça prend des gens qui s'y connaissent, soit les professionnels de la santé ou soit les gens qui vous ont vendu l'équipement. Et puis, il y a un plus d'attente à avoir du service parce que vous ne pouvez pas juste vous rendre compte le dimanche matin qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis vous devez attendre que ces gens-là soient disponibles par rapport à cogner à la porte de votre voisin. On ne parle pas COVID, bien entendu. Malgré le fait que c'est pour la population en général, il y a une variété de modes d'accès, de façon d'utiliser cette technologie-là, puis on va en parler durant ma présentation. Ça peut être utile à tout le monde dans votre maison, ce qui fait que la personne qui a un besoin spécial ne se retrouve pas à utiliser une technologie juste pour elle. Tout le monde peut pouvoir l'utiliser et en bénéficier.
Et au fur et à mesure que les besoins changent, que ce soit parce qu'il y a une détérioration ou qu'il y a une amélioration ou un changement de mode de vie, on peut rajouter des éléments graduellement. Je vais tout de suite passer à une vidéo et ça va vous donner un exemple de ce qui peut être fait. Alors, Noah, je parle la vidéo. Première adaptation, sonnette audio et vidéo. Je sonne à la porte. La sonnette est connectée à l'intérieur. Il a une application sur son téléphone qui, pour une raison quelconque, ne voulait pas basculer dans l'autre vision. Il m'entend, il répond, il choisit de me parler, il me voit. Et quand il voit que c'est quelqu'un à qui il veut débarrer la porte, il peut débarrer. Noah a choisi de le faire à travers son téléphone. On va en parler plus tard. Alors, il a une serrure intelligente qui peut débarrer. Et de l'autre côté, il y a un clavier numérique que n'importe qui peut ouvrir. Ça aurait pu aussi être une serrure avec clé. Et une fois que la porte est déverrouillée, il décide d'ouvrir la porte avec un ouvre-porte. Dans la technologie que Noah a utilisée, au moment où on a fait l'achat, ça n'existait pas par contrôle Bluetooth. Ça prenait un bouton que lui ne pouvait pas peser. Alors, on a rajouté une petite boîte blanche. Vous allez le voir de nouveau. Sur son téléphone, il contrôle la petite boîte blanche qui pèse sur le contrôle à distance. Alors, ce genre de petit bouton-là pourrait être ajouté sur une cafetière ou quoi que ce soit où on a besoin d'appuyer sur un bouton. Il entre à la cuisine et avec son application, il contrôle la lumière dans la cuisine. Encore une fois, lui le fait. Il peut aussi tamiser la lumière. Il le fait direct sur son téléphone, alors que ses parents ont l'équivalent au mur, comme un bouton ordinaire au mur. Rentre dans sa chambre, allume la lumière et pour lui, c'était très important de pouvoir baisser la toile dans sa chambre parce qu'il a son ordinateur dans sa chambre et le reflet du soleil parfois le fatiguait. Alors, en pouvant baisser la toile, il peut l'arrêter à la hauteur qu'il désire. En pouvant faire ça, ça lui évitait de demander à quelqu'un de venir dans sa chambre. Un des critères pour Noah, c'était qu'il devait pouvoir faire lui-même la tâche dans le même temps ou plus rapidement que s'il avait crié à quelqu'un « Peux-tu venir faire ceci pour moi? » Alors, il y avait un côté d'autonomie, allume la lumière, éteint la lumière, qui était important pour lui, mais le fait de pouvoir le faire sans trop d'efforts et sans trop de temps était très, très, très important. Là, ce n'est pas contrôle d'environnement, mais c'est juste pour vous montrer l'importance d'intégrer le tout. Son père, qui n'a pas l'habitude, installe son bras pour son ordinateur, sa tablette. C'est une tablette Microsoft qui est installée sur son ordinateur. Alors, Noah, vous avez vu qu'il a son téléphone cellulaire à portée de la main toujours et il peut, avec son fauteuil roulant, passer du mode conduite au mode souris et de nouveau peser un bouton puis retomber en mode conduite. Alors, parlons un petit peu de ce qui peut être contrôlé. On a vu quelques items dans la maison de Noah. Alors, on peut allumer et éteindre des lumières et on peut changer la
couleurs des ampoules. On peut aussi tamiser la lumière. On peut contrôler les prises de courant elles-mêmes. Ça peut être des prises smart ou ça peut être un boîtier smart rentré dans une prise de courant. C'est particulièrement utile pour des ventilateurs, par exemple, ou des lampes de chevet. Les toiles dans les fenêtres, les stores vers le haut, vers le bas. Ouvrir la porte, parfois, ça fait plus de sens dans le cas d'un garage qui est déjà accessible, de pouvoir entrer et sortir de la maison par la porte de garage. Alors, il peut y avoir des ouvre-portes à l'intérieur et aussi pouvoir contrôler la porte de garage pour pouvoir sortir dans le quartier. Le verrouillage et déverrouillage de la porte. La sonnette qui peut être audio et ou vidéo. Bien entendu, tout ce qui est divertissement, télévision, câble, tous les diffuseurs Internet, Netflix, etc. Les systèmes de son, la musique ambiante. On peut aussi contrôler une façon d'appeler pour de l'aide, l'équivalent d'une cloche d'appel d'hôpital, mais d'une façon beaucoup plus adaptée au domicile. On peut aussi avoir de surveillance à distance, que ce soit de pouvoir par caméra vérifier ce qui se passe dans des pièces de maison ou à l'extérieur de la maison sans avoir à se déplacer. On peut aussi avoir une façon de pouvoir savoir qui est rentré à la maison et où sont les gens. Particulièrement, certains parents veulent savoir si leurs enfants se sont bien rendus de façon sécuritaire de l'école à la maison. On peut aussi contrôler la température ambiante, alors que ce soit le thermostat, le climatiseur, la thermopompe ou même une couverture électrique pour chauffer son lit avant de se coucher. Il y a des aspirateurs et nettoyeurs. Vous voyez l'image au centre. Vous avez sans doute déjà vu des aspirateurs automatiques là, qui se promènent dans la maison et qui nettoient quand on n'est pas là, mais il y a certains modèles qu'on peut contrôler. Alors, si on fait un dégât, il y a des modèles qui ramassent à la fois le sec et le mouillé. Si on fait un dégât et qu'on n'est pas capable de venir ramasser, on peut faire venir le nettoyeur de plancher directement sur le dégât pour le nettoyer. Il y a plusieurs électroménagers dans les cuisines qui sont intelligents et généralement, ça peut vouloir dire des choses comme, par exemple, pouvoir être parti à une certaine heure ou les partir à distance. Avant de revenir au travail, on part l'autocuiseur ou le matin à une certaine heure, la cafetière démarre automatiquement. Il y a aussi des réfrigérateurs intelligents qui peuvent nous dire si les aliments sont bientôt près d'être la date les aliments qui seraient périssables, qui devraient approcher de leur date, ou les aliments qui ne sont plus dans le réfrigérateur, qu'on a terminé de consommer, donc qu'on devrait rajouter sur notre liste d'épicerie. Il y a aussi tout l'aspect sécurité à la maison, les lumières, les systèmes d'alarme, les détecteurs de fumée, les arrêts du four. L'image complètement à votre gauche, c'est un petit distributeur de friandises pour les animaux. C'est vendu avec l'idée qu'on puisse nourrir les animaux quand on est au travail et que l'animal est seul à la maison. Mais pour quelqu'un qui physiquement ne serait pas capable d'aller chercher une friandise puis de la lancer à son animal, on peut être à proximité de l'appareil et puis juste avoir accès à l'appareil pour pouvoir récompenser un bon comportement de notre animal de compagnie. Alors, comment ça fonctionne? Là, soyez présent avec moi, je vais vous expliquer les différents signaux. Puis c'est peut-être la partie qui nous intéresse le moins, mais c'est la partie qui est le plus importante de comprendre parce qu'une fois qu'on achète des choses, on comprend si ça va être compatible ou pas. Et comment ça fonctionne et pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas ensemble. Alors, le premier, c'est le signal infrarouge. Quand on utilise la manette d'un téléviseur, quand on utilise certaines manettes et qu'il faut viser vers l'appareil, c'est parce que c'est un signal infrarouge. Et le signal infrarouge
ne fonctionne pas à travers les murs, ne fonctionne pas à moins qu'on vise. Parfois, si la pile est très, très forte et le signal très fort, ça peut rebondir un peu sur les murs et se rendre à l'appareil, mais en général, ce n'est pas le cas. Le signal fréquence radio, ou RF ou FR, c'est ce qui est utilisé pour les portes de garage. Les bons vieux téléphones sans fil qu'on pouvait utiliser et qu'on utilise encore, et qui fonctionnent, mais seulement jusqu'à une certaine distance. Si vous pesez sur votre ouvre-porte de garage au coin de la rue, ça ne fonctionnera pas. La fréquence radio a seulement une certaine distance qu'elle peut couvrir, mais elle est très fiable et très sécuritaire. Le signal Bluetooth. Le signal Bluetooth, on n'a pas besoin de concentrateur ou de ponce, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un bidule externe pour avoir une connexion Bluetooth. Ça va être directement entre le capteur de Bluetooth, par exemple une ampoule Bluetooth ou une prise de courant Bluetooth, et votre émetteur qui serait, par exemple, votre téléphone. Alors, les deux ensemble communiquent sans qu'il y ait rien d'autre. Le signal Wi-Fi, ça peut être fait de deux façons. Ça peut être fait sans concentrateur ou ça peut être fait avec concentrateur. Le mot anglais pour concentrateur, c'est bridge. Alors, souvent, si vous utilisez quelque chose qui n'a pas de concentrateur et qui est Wi-Fi, au départ, ça vous prend de l'Internet pour connecter. Ensuite, ça ne sera pas nécessairement nécessaire d'être sur le même réseau Internet. Par contre, c'est un signal qui souvent va causer des problèmes. Ça décroche ou quand on change quelque chose, on a une panne d'électricité, il y a un problème à reconnecter après. Par contre, si ça fonctionne bien, on peut l'utiliser de n'importe où. Les télévisions smart vont utiliser un signal Wi-Fi. Il y a plusieurs appareils intelligents qui utilisent ça. Mais par exemple, si vous achetez une simple ampoule intelligente, il est possible qu'elle vienne Bluetooth, Wi-Fi sans concentrateur ou Wi-Fi avec concentrateur ou qu'elle ait une multitude de façons de pouvoir connecter. Méfiez-vous si c'est juste Wi-Fi sans concentrateur pour des petits appareils comme une ampoule, comme une caméra détecteur de mouvement, par exemple. Souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Les Wi-Fi avec concentrateur, ça veut dire qu'il y a une dépense supplémentaire parce qu'il faut avoir le bridge, le concentrateur. Alors, quand vous voyez dans la vidéo de Noah qui allumait les lumières, le store, c'était tous branchés sur le même concentrateur parce que c'était des produits qui utilisaient le même concentrateur. Très fiable, aucun problème. Et l'avantage aussi, c'est que si vous voulez, vous pouvez les contrôler à distance de n'importe quel. Donc, de la maison, vous pouvez contrôler des choses n'importe où à l'intérieur de la maison, mais si vous êtes au travail ou vous êtes en vacances, vous pouvez quand même contrôler ce qui se passe dans votre domicile. Tous les concentrateurs, par contre, ne sont pas compatibles. Alors, si vous voyez, par exemple, sur le marché, « Oh mon Dieu, ça coûte vraiment pas cher », lisez bien la description pour savoir est-ce qu'un concentrateur est nécessaire, parce qu'un concentrateur, c'est souvent un autre 100 $ de dépense. Et il y a différents concentrateurs, il y a des noms comme Zigbee, Z-Wave, Insteon, et des fois, ce n'est même pas mentionné exactement lequel des signaux, ce sont des signaux, sont utilisés, mais ça va vous dire tel produit est compatible avec tel concentrateur ou tel bridge. Il faut lire qui va avec quoi, qu'est-ce qui peut se brancher ensemble. Le gros avantage du concentrateur, c'est que si vous avez beaucoup de choses de brancher dans la maison, ça ne va pas ralentir votre Internet en utilisant un concentrateur. Dans la section des produits Amazon, où on dit Alexa, le Echo Plus, le Echo Show de la 2e et 3e et le Echo de la 4e génération, le Zigbee est inclus. Ce qui veut dire que le signal est fiable, vous n'avez pas besoin d'acheter un concentrateur supplémentaire et vous pouvez même, je parle en particulier maintenant aux thérapeutes, si vous
jumeler certains produits, comme par exemple une ampoule avec un Alexa ou une prise de courant amovible avec un Alexa et vous les jumelez dans un endroit où il y a Internet, mais que vous avez un patient qui va utiliser cette technologie-là où il n'y a pas d'Internet. Une fois que vous avez tout branché ensemble, c'est branché, vous pouvez apporter l'Alexa et tout l'équipement dans la résidence du patient et même s'il n'y a pas d'Internet, ça va se parler les uns aux autres. Alors, les modes d'accès, comment est-ce qu'on contrôle tout ça? Alors, vous avez vu Noah qui le faisait par téléphone. On est tous très habitués aux télécommandes pour le téléviseur. Ça se vend parfois avec un ventilateur. Ça peut se vendre pour les lumières intelligentes, les stores, même des fiches au mur. Il y a possibilité d'utiliser une télécommande, ce qui demande de pouvoir mettre une certaine pression sur les boutons. L'ouvre-porte de garage, j'en ai un autre exemple. La deuxième façon de contrôler, ce n'est pas vraiment une façon de contrôler, c'est que ça se fait automatique. Il peut y avoir un détecteur de mouvement, comme par exemple, vous pouvez avoir des lumières qui vont s'allumer par elles-mêmes dans votre salle de bain ou dans votre corridor quand vous vous déplacez, ce qui peut être particulièrement bon la nuit pour la sécurité. Ou vous pouvez avoir des choses sur une minuterie. La troisième façon, c'est à travers une tablette ou un téléphone cellulaire. Ça n'a pas besoin d'être iPhone, ça peut être Android, les deux fonctionnent avec la plupart de la technologie. Et une fois qu'on détermine qu'on veut le faire à travers la tablette, bien, le mode d'accès de la tablette, ça peut être directement sur l'écran avec le toucher. Ça peut être en utilisant une souris externe, puis cette souris-là peut avoir différentes formes. Ça peut avoir la forme d'une souris d'ordinateur, mais ça peut être quelque chose de très petit. Ça peut être quelque chose contrôlé par la tête, ça peut être quelque chose contrôlé par les yeux, ça peut être voyez un ergothérapeute à ce moment-là si vous avez besoin de figurer le mode d'accès le plus efficace pour un téléphone ou une tablette. Vous avez vu au niveau de Noah, lui, utilisait la manette de son fauteuil roulant motorisé. On peut aussi utiliser la voix directement dans notre tablette ou notre téléphone cellulaire et par la voix contrôler ce que le téléphone contrôle dans notre environnement. Et on peut utiliser des commutateurs, ou en anglais, on appelle ça des switches, pour faire du balayage sur l'appareil. Alors, le même appareil peut être utilisé de multiples façons et même possiblement de différentes façons dépendant du niveau d'énergie de la journée. Une quatrième façon, c'est par la voix. Alors, la voix, ça peut être directement sur une tablette ou un téléphone qu'on l'utilise, mais ça peut être aussi tous les assistants virtuels. Alors, Amazon fait la série Echo et le signal, souvent on va les appeler les Alexa parce que pour réveiller l'appareil, pour pas qu'il nous écoute tout le temps, puis que si on mentionne le mot lumière, qu'ils se mettent à faire toutes sortes de choses alors que c'est pas ça qu'on voulait, pour le réveiller, on dit Alexa, puis on donne une commande. Google fait les produits Google Home. La commande à ce moment-là est Hey Google ou Google. Les produits Apple ont sorti le HomePod. Et dans les tablettes et téléphones cellulaires, à travers Siri, il est maintenant possible de contrôler l'environnement aussi. Alors, ce sont tous des versions différentes. Il y a des avantages et des désavantages à chacun des produits. Les boutons intelligents, le Flick en est un, Logitech en fait un autre qui s'appelle le Pop Home. Ce sont des petits boutons qu'on programme et que, par exemple, si on pèse une fois, ça fait une chose. Si on pèse deux fois, ça fait une autre chose. Si on pèse et on tient, ça fait une troisième chose. L'avantage de ces petits boutons-là, c'est que, par exemple, on peut avoir un bouton comme ça proche de la tête du lit ou sur la table de chevet. On pèse une fois, ça allume la lumière. On pèse deux fois, ça par la radio. On pèse et on tient et ça baisse la toile, par exemple. On peut faire différentes choses et programmer ces boutons-là. L'application IFTTT.
Ça vient de if this, then that. Si ceci, alors cela. C'est une application qu'on met sur notre téléphone intelligent ou notre tablette et on programme dans nos appareils, par exemple, si la télévision est allumée, baissez la lumière. Si je réponds à mon téléphone, mettez le téléviseur en sourdine. À l'intérieur de If This Then That, il y a déjà tout plein de programmation comme ça, de si ceci, alors cela, qui ont été déjà fabriqués. On peut aussi programmer nos propres applications. Alors, ce n'est pas vraiment, encore une fois, une façon de contrôler, c'est plus une façon d'automatiser, mais c'est quelque chose qui peut être très utile pour sauver des étapes quand on se rend compte qu'on fait souvent la même séquence de contrôle. Maintenant, si on parle des systèmes de contrôle d'environnement, les systèmes, comme vous vous rappelez au début, on parlait qu'ils avaient été développés particulièrement pour les personnes à besoins spéciaux. Alors, il y a des interfaces qui sont faites pour être utilisées avec des commutateurs, des switches. Deux particulièrement connus, c'est le PowerLink par la compagnie AbleNet et le iClick de Praetorian. En général, ça va nous permettre de faire des tâches plus simples, comme par exemple allumer ou éteindre, partir ou arrêter certains appareils, lampes, ventilateurs, appareils de malaxeur et pour pouvoir participer à des activités avec d'autres. Et la 8e façon, c'est qu'il y a certains systèmes de communication, comme par exemple Grid 3, qui est développé par Smartbox, les produits Tobii Dynavox, et il y en a d'autres aussi, qui ont déjà une programmation dans leur système de suppléance à la communication qui nous permet de contrôler l'environnement avec, bien entendu, un produit externe. Ce n'est pas magique, là. Ça ne vient pas de l'appareil de communication, ça prend une interface, mais ils sont compatibles les uns avec les autres. Alors, comment est-ce qu'on décide comment on va contrôler l'environnement? C'est possible qu'on doive envisager plusieurs méthodes d'accès, dépendant du niveau de fatigue, dépendant aussi qui d'autre va vouloir contrôler. Alors, comme par exemple, si on décide pour allumer la lumière, une des options, c'est de le faire sur l'écran, comme Noah le faisait. Une autre option, ça serait de le faire par commande vocale, soit sur le téléphone ou soit à travers un assistant virtuel. Et il y a aussi possibilité d'utiliser une manette de contrôle à distance qui est soit branchée dans le mur ou qui est amovible. Et ça se peut que la même personne utilise les trois. Au gré des besoins, ça se peut qu'une personne de la famille préfère utiliser une façon et quelqu'un d'autre une autre façon. Il y a de tous les modèles ou tous les modes d'accès dont on a parlé, souvent les gens vont en choisir plus qu'un. Et là, il faut penser, mais OK, on peut faire tout ça dans la maison. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Alors, comment décider? La première chose, c'est qu'on ne veut pas que ce qu'on va acheter, ça ne serve pas, que ça soit sur une étagère. On ne veut pas gaspiller de l'argent inutilement. On ne veut pas être frustré avec la technologie. On veut que ça fonctionne, puis on veut que ça soit adéquat pour les besoins. On ne veut certainement pas acheter un produit pour se rendre compte plus tard que le prochain produit qu'on voulait acheter, finalement, n'est pas compatible avec le premier. Puis, on veut aussi s'attendre à avoir des attentes réalistes. La technologie est bonne, la technologie est fiable. On ne peut pas dire qu'elle est fiable à 100%. Ça va arriver, il va y avoir des pannes, il va y avoir besoin de remplacer des choses. Il peut y avoir un changement au niveau de notre fournisseur Internet qui va faire qu'il va falloir reprogrammer certaines choses. Ça peut vraiment être utile, ça peut vraiment aider, mais il faut être réaliste. Alors, la personne qui considère utiliser la technologie SMART, on peut se demander,
qui n'est pas un problème que cette personne peut faire de façon tout à fait indépendante, mais qu'est-ce qui comporte des difficultés? Et surtout, une question importante, c'est qu'est-ce que cette personne demande aux autres de faire, mais qu'elle aimerait faire par elle-même? Et souvent, il y a des petites choses qui peuvent tanner durant la journée, qui peuvent être une source de frustration, mais que parce que une personne pourrait avoir besoin d'aide à tellement de niveaux ou assez fréquemment qu'elle préfère ne pas mentionner. Souvent, ça va m'être dit, des fois, ça ne me tente plus d'écouter ce qu'il y a à la télévision, mais j'ai déjà demandé assez souvent que je préfère ne pas demander encore de venir changer ce qu'il y a à la télé. D'autres fois, ça peut être, je ne pensais même pas que c'était possible que je pourrais le faire moi-même, mais j'aimerais tellement ça. Il faut aussi se demander son niveau de confort avec la technologie. Est-ce qu'on est capable de résoudre un petit peu de problèmes? Et sinon, est-ce qu'on a des personnes qui peuvent nous aider? Est-ce qu'on est très, très, très connaisseur, très à l'aise, ou on aimerait mieux commencer avec des choses graduellement pour s'apprivoiser? Aussi, c'est important de voir qu'est-ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce qu'on utilise avec beaucoup de succès. Si j'ai un client qui me dit, chez nous, on a toutes des choses Android, ça fonctionne très bien, on est très satisfait. Je ne vais pas regarder les produits qui sont exclusivement Apple ou iOS s'ils sont mordus d'une technologie particulière, ou s'ils ont un mode d'accès personnalisé qui fonctionne bien puis qu'ils veulent continuer d'utiliser, on va regarder ce qui est compatible avec ça pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et où vivez-vous? Alors, quelle technologie est déjà disponible à la maison? L'environnement? Avez-vous Internet? À quoi ressemble l'accessibilité de la maison? Ça m'est déjà été demandé, j'aimerais pouvoir entrer et sortir de la maison. Cette question-là avait, pour moi, la signification, j'aimerais pouvoir ouvrir et fermer la porte avec technologie ou déverrouiller et reverrouiller parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais en fait, ce que la personne disait, c'est qu'il n'y avait pas de rampe d'accès. Alors, il faut regarder si on est pour mettre un ouvre-porte ou si c'est vraiment ce qui est important, est-ce que ça nous aide? Dans le cas du vidéo de Noah, si vous avez été très perspicace, là où je sonnais la porte et là où il ouvrait la porte, ce n'était pas la même porte. La sonnette est à la porte principale parce que c'est là que les gens vont venir pour sonner à la porte, mais lui préfère entrer et sortir par le garage et ne pas avoir à déblayer le devant de la maison de la même façon. Alors, s'il y a de l'accumulation de feuilles ou si à l'automne ou s'il y a de l'accumulation de neige ou de glace, c'est moins important pour lui parce qu'il rentre et sort par le garage. Alors, sur le téléphone, sur la connexion audio de sa sonnette, il dit « Rentrez par la porte de garage, je vous ouvre ça. » Et il ouvre par la porte de garage et on rentre par la porte de garage. Alors, l'accessibilité de la maison, oui, où on va mettre les appareils sont importants. Si dans le cas d'un enfant qui se déplace d'une maison à l'autre ou d'un adulte qui a une maison et un chalet, ça peut être important de considérer le nombre de domiciles. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être compatibles dans les deux maisons, soit parce qu'on les déménage fréquemment ou pour s'assurer que ça soit la même interface et que ça soit une reproduction ou quelque chose de compatible dans les deux domiciles. Ensuite, question très importante. Quel soutien technique est à votre disposition, soit dans votre réseau social ou soit en fait de fournisseur de soins? Parce que le but, c'est d'être autonome et de ne pas dépendre de vos professionnels de la santé. Les professionnels du monde de la santé vont vous aider à déterminer quel est le meilleur mode d'accès pour vous, quelles sont les options, possiblement aller vous aider à chercher du soutien financier, mais une fois que vous débarrer avec ça comme personne et qui est l'usager, vous ne voulez pas être obligé de constamment avoir un temps d'attente parce qu'on le sait, les professionnels de la santé sont très occupés. Vous allez avoir besoin d'attendre si vous êtes
si vous avez besoin de soutien technique de vos professionnels de la santé. Alors, c'est ça le gros avantage de la technologie intelligente, mais qui peut vous aider si ça flanche ou pour l'installation? Et quelles sont les ressources financières disponibles vont déterminer un peu ce que vous voulez commencer par acheter. Et ensuite, quelles tâches? Alors, observez votre journée et pensez lumière, on les allume, on les éteint, les prises de courant, les stores, l'entrée et la sortie du domicile, la clochette, vos divertissements, comment vous pouvez demander de l'aide durant la nuit ou durant la journée, puis à quelle distance ces gens-là seraient pour venir vous aider. Sentez-vous le besoin de pouvoir surveiller à distance? Au niveau de votre confort, climatisation, température, en avez-vous besoin pour bien vous sentir? Au niveau de l'entretien ménager, des électroménagers et en général de la sécurité. Est-ce qu'il y a des besoins à ce niveau-ci qui vous intéressent particulièrement ou qui vous aideraient dans votre cheminement? Alors, quelles sont les tâches qui vous intéressent le plus? Et pour ces tâches-là, est-ce que vous avez vraiment besoin de technologie? Je me rappelle d'une situation où les parents me disaient que ce serait vraiment utile d'avoir des contrôles à distance pour la lumière parce que leurs jeunes ne pouvaient pas se rendre aux commutateurs qui étaient sur les murs. Quand j'ai fait une visite à domicile, il y avait un encombrement de meubles dans cette maison. Alors oui, il fallait presque enjamber les sofas partout pour se rendre jusqu'au commutateur, puis c'était un risque de chute pour plusieurs membres de la famille. Alors, des fois, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est bien la technologie qui va nous aider ou si on a besoin de changer un petit peu quelque chose dans l'environnement? Et les intérêts typiques que je vois dans ma pratique, c'est au niveau des enfants, les lumières de leur chambre, de leur salle de jeu. Souvent, s'ils commencent à faire noir puis qu'ils sont en train de jouer, puis les enfants peuvent être très conscients qu'ils demandent à leurs parents de l'aide puis ils ne le veulent pas. J'ai des parents qui m'ont dit, j'ai trouvé ma fille qui jouait à la noirceur parce qu'elle n'osait pas me déranger pour me demander d'allumer la lumière. Alors, salle de jeu, leur chambre. Parfois, on va mettre aussi pour les habituer à avoir des tâches, en particulier si leur handicap physique ne leur permet pas de prendre des grosses responsabilités dans la maison, ça peut être eux qui sont responsables, par exemple, d'allumer la lumière du vivarium ou de l'aquarium des poissons. Et bien sûr, ils aiment pouvoir contrôler les émissions qu'ils ont l'autorisation de regarder. Chez les adolescents, on a souvent les mêmes choses, mais les adolescents vont habituellement avoir un désir d'avoir plus d'autonomie, soit qu'ils sont en âge de pouvoir revenir de l'école sans avoir de la supervision, ou soit qu'ils veulent commencer à pouvoir faire des choses sans toujours demander ou indiquer aux parents qui sont en train de le faire. Alors, ils veulent pouvoir sortir, voir les amis dans le quartier. Donc, ça peut impliquer l'ouvre-porte, la serrure de porte. Ils veulent pouvoir se lever plus tard le matin, se coucher plus tard le soir. Donc, ça, c'est les lumières et la couverture des fenêtres, les stores. Et certains enfants couchent longtemps avec leurs parents dans la pièce. Comme adolescents, ils peuvent décider qu'ils veulent être par eux-mêmes, mais par désir de sécurité, on peut vouloir rajouter un mode de pouvoir appeler aux besoins durant la nuit. Ou il y a certains adolescents dont la condition fait que tout d'un coup, ils ont besoin d'avoir un BIPAP ou quelque chose dans le visage la nuit ou que leur chambre, parce qu'ils sont adolescents, devient plus loin de celle des parents. Ils n'ont plus le volume pour pouvoir communiquer avec les parents en cas de besoin durant la nuit. Et ça pouvait être acceptable comme enfant d'avoir un moniteur de bébé puis que les parents écoutent ce qui se passe dans la chambre, mais rendus comme adolescents, ils ne veulent pas nécessairement que les parents puissent entendre ce qui se passe. Et alors, à ce moment-là, la cloche d'appel devient quelque chose d'intéressant. Puis ça peut être aussi simple qu'une sonnette qui est vendue comme sonnette sans fil pour le domicile. Et plutôt que de mettre la sonnette à la porte d'entrée, on garde la sonnette proche du lit et la cloche
le ding-dong et ailleurs dans la maison. Ça, c'est un des modèles ou des solutions les plus économiques. Au niveau des adultes, souvent, en plus des choses qui peuvent intéresser les adolescents, il peut y avoir plus de tâches ménagères, donc l'ajout d'appareils intelligents, la climatisation, contrôle de sécurité, ils ont plus de responsabilités à ce niveau-là, et puis l'application If This Then That. Si possible, comme praticien, je sais qu'il y a plusieurs professionnels de la santé qui écoutent. Si possible, laissez vos clients faire au moins un petit essai. Une ampoule Bluetooth va vous coûter probablement autour de 40 $. Puis un boîtier qu'on peut rentrer dans une prise de courant ordinaire, probablement autour de ce prix-là aussi. En particulier, vérifiez pour que ça soit Bluetooth, que vous n'ayez pas besoin d'avoir de pont. En ayant deux petites choses comme ça dans votre clinique, Bluetooth, il n'y a pas d'Internet nécessaire, il n'y a pas de concentrateur nécessaire, mais vous pouvez contrôler ces choses-ci sur une tablette ou un téléphone et ça vous permet de l'essayer par différents modes d'accès, par la voix. Puis des fois, juste de faire cet essai-là, ça permet à votre clientèle de comprendre « Ah, OK, je vois en quoi ça pourrait m'être utile à la maison. » D'en parler, c'est différent que de l'essayer. Alors, pour peu de frais dans votre clinique, vous devriez pouvoir avoir quelques petits items qui sont aussi mobiles. Si vous faites des visites à domicile, vous pouvez les apporter avec vous, juste pour donner une idée. Alors, dans la prise, on peut brancher un ventilateur, on peut brancher les lumières de Noël, on peut brancher un malaxeur, on peut brancher une couverture électrique. Tout appareil qui peut être on-off, finalement. Et puis, si vous avez des amis, des magasins, des personnes qui peuvent vous laisser essayer des choses, ça vous donne une meilleure aperçu. Nous autres, au centre, on a eu la chance d'avoir une subvention, puis on a converti une pièce complètement pour tester et permettre aux gens d'essayer différents appareils. Alors, si vous regardez l'image complètement en haut à gauche, on a à la fois un Google et un Alexa. Bien, on ne ferait pas ça dans un domicile, mais ça nous permet de voir, par exemple, lequel répond mieux aux voix des enfants, lequel répond mieux aux gens qui utilisent des appareils de suppléance à la communication. Est-ce qu'il y a certains téléviseurs qui se branchent mieux avec un ou avec l'autre? Et on a nommé tout ce qu'on a dans la pièce pour que quand on donne les consignes verbales, on sache quoi les appeler. Ça a été programmé en anglais, ça pourrait être programmé en français et puis bien entendu, dans une maison, on n'aurait pas ces signaux-là, mais les gens peuvent avoir une liste de comment ils ont nommé les différentes choses dans leur maison. Alors, on a aussi des appareils un peu hétéroclites comme un diffuseur intelligent pour pouvoir commencer le diffuseur. On a un séchoir à cheveux qui est branché sur une prise au mur. On a des lampes, chaufferettes, ventilateurs, des petits appareils. Et on a aussi les nettoyeurs de plancher, la télévision intelligente et on a différents appareils. On a le petit distributeur de friandises pour les animaux. Et au fur et à mesure, on a des stores aussi. Au fur et à mesure qu'on a des nouveaux produits sur le marché, on essaie de les tester, les intégrer dans cette pièce qui est une pièce où un patient peut aussi passer la nuit pour vraiment tester les bénéfices. Mais on le fait souvent juste en externe, un rendez-vous à l'externe. Alors, si possible, la première considération, c'est de faire un essai. Le deuxième, c'est concentrez-vous sur le soutien technique qui va être disponible parce que c'est sûr que vous en aurez probablement besoin. Et aussi, planifier les besoins futurs parce que les besoins changent au fur et à mesure qu'on vieillit ou qu'on a plus de liberté, de responsabilité ou que notre état de santé est modifié. On a possiblement envie ou besoin de rajouter des choses dans notre système. Et une petite note, cette photo-ci n'a pas été prise chez moi cet hiver. On n'a pas tout à fait autant de neige au Nouveau-Brunswick que ça cette année, mais deux
photo, même maison, très différent. Et souvent, on va oublier l'hiver que l'été, il fait chaud, puis on va oublier l'été que l'hiver, on est peut-être un peu plus encabané. Et puis, nos besoins peuvent varier. Alors, si vous faites une considération ou vous réfléchissez, la plupart du temps, on va penser juste au moment présent. Qu'est-ce que j'aurais besoin cet été ou qu'est-ce que j'aurais besoin cet hiver qui m'aurait aidé? Puis si on se reposait la question 6 mois plus tard, il y aurait peut-être des éléments qui auraient été différents. Alors, essayez d'être conscient de ça et de vous poser la question, de poser à vos patients la question dans d'autres circonstances, qu'est-ce qui serait différent? Est-ce que vous allez autant à l'extérieur? Est-ce que vous allez faire autant de... Je sais qu'avec COVID, tout est différent, mais l'hiver, on est souvent plus encabané, on va moins au magasin, on a peut-être plus de besoin de socialiser virtuellement, on a besoin de faire plus de choses par électronique. L'été, c'est plus facile, on sort davantage, on a peut-être plus de soutien technique l'été parce que les gens peuvent venir nous visiter plus facilement, etc. Et je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant, si vous en avez, si vous avez des commentaires, si vous voulez même partager de vos expériences avec des produits ou des solutions. Je ne sais pas si les gens ont accès pour parler, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, pour Lise, indiquez-les dans le chat parce que dans l'option de webinaire, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de parler. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des choses à partager, moi, je pourrais les dire à voix haute. Alors, j'en ai une ici. Y a-t-il un lien pour trouver tout ça? Non. Moi, je peux dire une chose, Lise, oui. juste avant, j'ai enregistré cette conférence-là. Avec ta permission, on va pouvoir la mettre sur notre compte YouTube, si tu permets. Et je sais pas, je sais qu'il y en a qui ont demandé pour la présentation PowerPoint. Je ne sais pas si elle serait, si tu serais ouverte à la partager. Oui, absolument, oui, je pense que même je te l'ai envoyé en version PowerPoint. Oui. Vous n'aurez pas la vidéo, bien entendu, sur la version PowerPoint. Alors, pour répondre à la question, tout ce qui est Smart Home change continuellement et très rapidement. Comme tout ce qui est technologie en général, ça change très rapidement. Les fournisseurs Best Buy, là, je l'ai dit en anglais, il y a sans doute des mots différents au Québec, en tout cas, Best Buy. Les quincailleries, Home Depot, je pense que vous appelez ça différemment au Québec. Non, Home Depot? OK. Même chose, oui. Même chose. Bureau en gros, Staples, ça, je savais que c'était différent. C'est 3 endroits, mais il y a même Walmart. Il y a en ligne sur Amazon. Il y a énormément d'endroits où vous pouvez trouver, Costco vend des choses maintenant, vous pouvez trouver des choses. Là où je trouve très intéressant, c'est si vous allez à un endroit comme Home Depot, ils vont vendre les stores sur mesure qui sont intelligents. À ce moment-là, si c'est un des items principaux que vous voulez avoir, assurez-vous que tous les autres produits sont compatibles. Une des compagnies que j'utilise beaucoup, c'est Lutron, L-U-T-R-O-N. Il y a une multitude de produits. Regardez les revues des produits sur Amazon, sur Best Buy pour voir ce que les gens en pensent. Le bouton poussoir dont on a parlé avant, il s'appelle le SmartBot, je crois, celui que vous avez vu dans la vidéo et n'est plus disponible. Et la fabrication a été interrompue, mais il y en a un nouveau qui est disponible. Et vous avez dans mes coordonnées, je peux la remettre dans ma présentation. Ça me fait plaisir si vous voulez m'envoyer
un courriel, je peux vous donner des liens ou des suggestions de produits en particulier pour certains produits qui vous intéressent. Mais sachez que si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce qui est disponible pour telle chose, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est possible que ça soit plus disponible. Ça ne veut pas dire que ça ne reste plus compatible avec ce que vous avez, puis ça ne veut pas dire qu'il faut constamment changer ce qu'on achète, mais ça veut dire que les produits changent très rapidement. J'avais d'autres questions. Il y en a une. Vous avez mentionné des avantages et inconvénients par rapport aux différents appareils de contrôle vocal, Oui. Amazon Echo, Google Home, etc. En avez-vous Oui. des exemples? Oui, on trouve en général que le Alexa répond mieux à des voix d'enfants, à des voix d'appareils de suppléance à la communication. Et encore une fois, ça dépend des appareils que vous voulez contrôler. Si vous avez déjà une télévision smart puis que vous voulez rajouter des choses, vous voulez contrôler, il faut regarder qu'est-ce qui est compatible avec quoi. C'est ça qui est difficile. C'est là qu'aller chercher du soutien technique de vos magasins locaux peut être très utile à savoir. Si tu achètes ceci, ça va te coûter plus cher, mais par contre, tu n'as pas besoin d'acheter ces 3 autres morceaux-là qui vont fonctionner ensemble. Ça peut être assez complexe au niveau de tous les périphériques. L'important, c'est d'avoir en tête ce qu'on veut faire comme tâche et quelles sont nos forces au niveau du contrôle. Pour Noah, c'était clair pour lui qu'il ne voulait pas utiliser sa voix. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il voulait se fier. Il voulait le faire sur son téléphone. Le mode d'accès, c'est important de le savoir dès le départ. Puis là, ça nous aide à déterminer ce qu'on veut utiliser. Au niveau de Google Home et Alexa, souvent, les mini qui sont moins dispendieux fonctionnent très bien, mais ça se peut qu'on soit besoin d'en avoir plusieurs parce que le volume de la voix ne se rendra pas assez loin dans la maison. Alors, c'est possible qu'on en ait besoin un dans la chambre à coucher puis un dans le salon, salle à dîner, cuisine. Une autre question, où trouver le bouton poussoir? Lise, tu as parlé du bouton poussoir tout à l'heure, mais là, on mentionne l'ouvre-porte de garage. OK. Alors, l'ouvre-porte de garage, il y a différentes façons de le faire. Dépendant du modèle de porte de garage, on peut rajouter, premièrement, les derniers modèles, les nouveaux modèles peuvent être achetés avec la possibilité d'être intégrés dans un système Smart Home ou de pouvoir être contrôlés sur notre téléphone intelligent, donc être contrôlé par la voix. On peut tout faire à travers une application. Les modèles plus anciens, il y en a qui sont compatibles avec une pièce qu'on rajoute qui nous permettent de les convertir pour qu'ils soient disponibles à être utilisés par les appareils intelligents. Et finalement, la troisième façon de le faire, c'est on a tous un bouton dans notre garage qu'on pèse sur lequel, puis là, la porte s'ouvre ou ça ferme, ou on a le petit boîtier dans notre véhicule, dans notre auto, puis on pèse dessus, puis ça ouvre ou ça ferme. Si c'est ça qu'on a et qu'on n'a pas d'autre option, c'est le moins dispendieux, on peut aller chercher un petit bouton intelligent. Puis le petit bouton intelligent, dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est qu'il pèse puis qu'il relève. Puis ça, on le colle ça vient avec des autocollants ultra solides. Alors là, on peut l'installer sur notre mur ou sur notre boîtier de porte de garage et utiliser le SmartBot pour faire ça. Merci beaucoup, Lise. C'était vraiment super intéressant. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté. Comme je le disais tout à l'heure, la vidéo, l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va se retrouver sur notre compte YouTube et on va pouvoir partager si vous m'envoyez un courriel. Dans le chat, j'ai mis mon adresse courriel un petit peu plus haut. Vous pouvez m'envoyer un courriel et je pourrai partager avec vous la présentation. J'ai mis aussi l'adresse de Lise dans le chat. Si vous avez des questions à lui poser directement, vous pouvez le faire de cette façon-là. Alors, merci infiniment, Lise. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Merci.